c'est du français, il faut juste... Donc on imagine qu'on a du code avec voilà, dièse ifdef, un petit dièse else et puis un petit dièse indif. Ce code, d'après vous, est-ce qu'il est correct ou pas? Est-ce qu'il est censé compiler ou est-ce qu'il peut compiler? Est-ce qu'il a le droit? Est-ce qu'il est obligé? Qu'est-ce qui se passe? Plus gros, ouais. Euh, Ouais, là, ça compile. Le 1, il est volontaire ou... ouais, c'est tout ça l'intérêt de la chose. Mais après, si le 1 vous gêne, on peut mettre... en fait, ça va pas compiler. Mais par contre, ce qui est amusant, c'est qu'en termes de grammaire, ça rentre dans la grammaire. C'est-à-dire que la grammaire pour le préprocesseur, elle définit qu'il y a certaines directives définies comme ifdef, else, endif, mais elle définit aussi, alors je ne sais plus le terme exact, mais c'est un truc du genre une directive custom, qui peut être n'importe quoi, qui est absolument pas spécifié, qui du coup, mais qui fait partie de la grammaire. C'est-à-dire que c'est conditionally supported ou quelque chose comme ça, donc c'est-à-dire qu'il y a toutes les choses que vos compilateurs, s'ils ne sont pas complètement idiots, ils les refusent. Mais par contre, s'il y a un compilateur qui accepte un truc comme ça, d'un certain point de vue, enfin, c'est litigieux de savoir est-ce que c'est une extension du compilateur ou pas. Parce que d'un côté, oui, c'est pas quelque chose de supporté, mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui est inscrit dans la grammaire du langage. Donc, est-ce que c'est une extension ou pas? C'est difficile à dire, mais n'écrivez pas ça. Hein. Voilà, c'est tout. Non, ça va probablement pas compiler, mais ça pourrait. Et si ça compilait, ce ne serait pas une extension de la grammaire, ce serait juste que dans des cases laissées ouvertes dans la grammaire, un compilateur particulier aurait choisi de remplir ça. C'est-à-dire qu'on croit souvent qu'il n'y a que les pragmas qui sont laissés à la liberté du compilateur, mais en fait non. Toutes les directives de préprocesseur sont laissées à la liberté du compilateur. Non, pas super, mais voilà. Ah, il y avait... Ah. On va faire ça. HDMI ou USB-C? HDMI. Ah, c'est... Je pense que je le mets comme ça sur la planche. Ah, super. Ouais, ça passe. J'essaye de... Comme ça. Technologique. Est-ce que... Ah ouais, j'avais pas essayé bien sûr avec Acrobat. Vous réussissez à voir là, au fond? C'est bien? Ok. Donc bonsoir à tous, je m'appelle Marlon Marquez, je travaille dans l'industrie d'automatisation de design électronique, je suis connu sous le nom de EDA, je suis développeur C++. Et là en fait, voilà, c'était un peu plus préparé, mais je voulais parler d'un talk que j'ai vu de la CPPCon, qui est l'une des plus grandes conférences de C++ dans le monde. Voilà, et vous donner envie et parler de ce sujet en fait, la DoD, qui est assez intéressant, je ne connaissais pas. Ok, ouais, c'est ça le talk. Voilà, en fait, j'y étais pas, j'ai vu en ligne. Je mettrai un lien à la fin, hein, pas besoin de prendre de photos. Mais en fait, il y a juste un petit détail, c'est unlisted. Ils font ça à la CPPCon, je trouve ça un peu méchant. Ils ne mettent pas disponible, c'est-à-dire si vous cherchez sur YouTube, vous n'allez pas la trouver, sauf si vous avez le lien. Mais c'est une talk vraiment fascinante, à la fois sur le fond et la forme. Le mec, il a su bien expliquer et voilà, on va parler un peu de quoi il s'agit justement. Hop, ah non, c'est pas ça. Hop. Ouais, de quoi il parle alors? Donc, il parle de la DoD, ça veut dire
Data Oriented Design. Va expliquer en fait la différence par rapport au Object Oriented Programming. Je pense que ça vous connaissez tous. Donc il va aussi parler de quelque chose qui est intrinsèquement lié à ça, qui est la mémoire, le cache et comment ça fonctionne dans le cadre d'un programme C++. Donc là, je pense que c'est le plus intéressant du talk. Il va carrément faire un walkthrough, un refactoring d'un code, d'un espèce de jeu. Et il va faire une démo et va montrer un benchmark très intéressant là-dessus et comment ça peut augmenter la perf jusqu'à 300%, même plus. Et voilà, il va aussi dire que comment la DoD peut rendre le code plus simple aussi. Et comment, en fait, la DoD peut coexister avec le Object Oriented Programming aussi. Et ouais, enfin bon, capture d'écran, pas très jolie, mais voilà, en fait, c'est génial comme idée de benchmark. Voilà, au lieu de mettre des graphes comme ça avec des barres, voilà, il est juste mis carrément en jeu et on peut voir les framerates. Donc à gauche, voilà, ça commence à 30 fps et à droite, ça peut aller jusqu'à 150 même fps avec les optimisations. Et oh là là. Oh, pardon, il y a trop de slides. J'avais caché ça. Mais bon. C'est quoi? Oh non. Excusez-moi. J'aurais dû rester sur PowerPoint. Ok, donc déjà, qui connaît déjà Data Oriented Design? Juste par curiosité. Oui, la plupart. Une bonne partie, mais bon, une autre partie ne connaît pas. Voilà, c'est quelque chose qui est très connu dans l'industrie des jeux. Peut-être que quelqu'un pourra en parler plus profondément après. Mais pour moi, ce que j'ai retenu, c'est que c'est quoi? C'est une approche pour optimiser la perf, basée sur le fonctionnement des caches de l'ordinateur. Donc pour moi, ça aurait pu être appelé aussi Cache Oriented Design, parce que vraiment, le cache joue un rôle très important. C'est quelque chose qui est important dans l'industrie des jeux, comme je disais. Et l'idée, en fait, comme le nom dit, c'est d'organiser le code autour de la data. Pas la big data, le cloud, non, rien de tout ça. La data dans le sens pur du terme, c'est-à-dire les floats, les variables que vous avez, les floats, les doubles, les entiers. Voilà, vraiment les données qu'on utilise dans nos quotidiens en tant que développeur C++. Et contrairement à ce qu'on peut avoir dans l'Object Oriented Programming, où on dit non, il faut faire des abstractions, il faut cacher les détails d'implémentation, la DoD va vous dire de faire le contraire, de l'exposer la data. Et vous allez voir pourquoi, tout est lié à la perf. Et aussi un autre principe, ce serait de penser aux opérations au niveau des batchs. Quand on fait l'Object Oriented Programming, on peut avoir tendance à penser à un type, un seul objet qui est censé faire des opérations. Mais le DoD va vous dire, non, pensez en fait à l'ensemble des objets et comment vous pouvez opérer sur tout ça d'un seul coup. Et aussi, d'un côté plus philosophique, il faut penser aux problèmes actuels et pas trop essayer de prévoir à l'avenir ce dont on aura besoin. La DoD, c'est plus, ça privilégie l'instant présent. Donc voilà, hop, ah mince, bon, ça a perdu l'effet animation. Mais ça, c'est selon moi, hein, c'est pas le E. Mais du côté gauche, vous pouvez voir que, voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais ouais, on pourrait avoir tendance au OP classique d'écrire une classe comme ça. Voilà, il y a des getters, il y a des méthodes virtuelles, il y a des opérations, plus ou moins. Hein. Alors que sur la DoD, on aurait tendance à écrire un code plutôt comme ça. Voilà, on expose les données, vous voyez là, on voit qu'il y a des int, des floats, tout est très clair. Et sur les fonctions, on aurait tendance à écrire des fonctions qui prennent directement ces données et vont opérer directement sur ces données, au lieu de faire des getters ou de demander à l'objet de faire telle ou telle opération. Hop. Et ça, j'ai tiré ça de l'exemple, ça illustre davantage ce que la DoD fait. Vous voyez, il y a des vecteurs de 2 dimensions, il y a des floats, des enums, tout est très visible. Peut-être ça fait un peu trop de code, mais bon, ça fait partie du principe de la DoD, ça aide
avec la perf. Hop, non, ça non. Ça non. Et en fait, ouais, il a dit des choses très intéressantes, mais bon, il y a trop de texte là, mais tout vient du fait que quand on a le temps pour prendre quelque chose de la mémoire RAM jusqu'à la CPU, ça peut être 100 fois plus long que le temps de latence du cache L1 vers la CPU. 100 fois plus long. Donc la DOD, c'est basé vraiment sur ça et comment on peut tirer profit de ça. C'est tout ça l'intérêt d'exposer la donnée, de grouper les choses en batch. Et voilà, il y a eu des citations quand même que ça a marqué, je pense. Enfin, désolé, c'est en anglais, mais voilà. Où la donnée est localisée, ça peut être plus important que l'algo. C'est-à-dire, un algo peut être pire sur le papier, mais il peut mieux performer s'il tire profit du cache. Et aussi, d'un côté plus philosophique, c'est en tant que programmeur, en fait, le plus important pour nous, surtout C++, c'est pas d'écrire une abstraction toute jolie du monde, c'est de faire en sorte que ton code se comporte bien avec la CPU derrière, avec le hardware derrière. C'est ça en fait qui va être intéressant, surtout quand on parle de perf. Mais quand même, il nuance le truc en disant que c'est possible de combiner avec Object Oriented Programming, notamment en identifiant les parties qui sont plus importantes pour la perf. Et les parties qui sont moins importantes pour la perf, on peut rester avec le bon vieux Object Oriented Programming, par exemple, et bien moduler les choses. Et voilà, il donne aussi à la fin quelques tips pour la perf. Voilà, c'est de faire ça une priorité d'architecture. Si la perf est importante dans vos domaines, il faut penser ça dès le début. Hein. L'histoire de premature optimization, c'est pas tout à fait vrai, d'après lui. Et pensez aussi à utiliser des vecteurs. Bon, ça, je pense qu'en tant que développeur C++, vous avez dû entendre ça, mais c'est vraiment lié à ça. Évitez les uniques pointers, évitez les polymorphismes. Ouais, c'est chaud ça, hein. Mais surtout dans le code qui doit être performant, d'après lui. Et grouper les données par usage. Et c'est vraiment le batch, faire toutes les opérations d'un coup sur un ensemble de données, de data. Et voilà, voici le lien si ça vous a donné... ça vous a donné envie, vous pouvez scanner ça ou pas. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai dépassé le temps, mais voilà, je trouvais que c'était intéressant. Vous voulez réagir avec des questions? Je suis là. Oui. Pas vraiment une question, c'est plus Ah, ok. Très bien, très bien. Ouais, c'est par rapport en fait au data oriented programming. Alors je connais déjà le concept, mais pour moi c'est pas un truc qu'il faut faire tout le temps en fait. C'est un truc qui doit vraiment rester dans le détail d'implémentation et il y a des endroits précis pour optimiser le code en fait. Il l'a mentionné en fait, il a dit sur les hot pass, Ouais, c'est ça, mais en fait quand par exemple tu dis le polymorphisme, c'est pour faire joli. Le polymorphisme, c'est quand même le seul moyen qu'on a pour faire de la dépendance d'injection en C++, enfin un des seuls. Effectivement, tu peux faire ça avec des templates, avec du préprocessing et tout, mais c'est hyper compliqué à maintenir. Et ça reste quand même pour des trucs, quand tu es sur des endroits qui servent à lier du code, à cet endroit-là, je pense que c'est important de faire de l'orienté objet. Et le data oriented programming, effectivement, pour avoir du code cache friendly, c'est pas mal. Mais d'un autre côté, c'est hyper dur avec le debugger de voir quelles données. Par exemple, en fait, en data oriented programming, au lieu d'avoir par exemple un vecteur de carré, tu vas avoir un vecteur de coordonnées x, y, largeur, hauteur, tu vois par exemple. Si tu veux avoir donc l'objet au total, ça va demander un effort supplémentaire au debugger. Et en plus, il va falloir aussi que tu fasses attention que tes vecteurs soient cohérents en termes de taille. Donc ça, t'as une chance de plus de te tromper, tu vois. C'est pour ça que c'est un trade-off en fait. C'est pas magique le data oriented programming. Enfin, c'est mon avis. Après, Non, pas si très quelqu'un- bien, très bien. C'est très légitime, hein, c'est un sujet très intéressant, merci. Je suis d'accord. Ah, il y avait quelqu'un. Et si aussi. Merci. Peut-être me rapprocher un peu. C'est peut-être difficile de m'entendre devant. Moi aussi, c'est un concept que je connais déjà, parce que je fais pas mal de jeux vidéo.
Et il y a un concept qui n'a pas été détaillé dans la présentation là tout de suite, mais on le voyait peut-être sur le slide, utiliser des vecteurs T plutôt que des vecteurs de unique PTR sur T. C'est le concept de structure de tableau versus tableau de structure. C'est toujours pour être cache friendly et avoir directement toutes vos données sur lesquelles vous pouvez itérer et les toucher tout de suite, et pas itérer sur des pointeurs qui font vous balader en mémoire, générer d'autres cache miss, etc. C'est vrai que c'est pas facile à maintenir, notamment dans le JV. Souvent, c'est difficile d'avoir juste une partie qui est là-dessus. C'est une grosse partie du moteur ou c'est des parties très spécifiques du moteur qui sont dessus. Enfin, ça revient sur une partie, mais la partie qui est avec ce concept, elle est large. Genre, le moteur physique, on est content quand il tourne de cette façon. La partie moteur de jeu qui gère les systèmes de jeu, c'est assez hardcore à écrire. C'est facile d'écrire un moteur qui fait ça une fois pour faire un essai. Écrire un moteur sur lequel n'importe qui peut faire des jeux avec et donc continuer à respecter ce design, c'est plus complexe. Mais par contre, Pour des moteurs in-house, alors. ouais, c'est plus souvent sur des moteurs in-house. Mais il y a une grosse réflexion dans les moteurs plus larges pour l'avoir pour tout le monde parce que le gain est impressionnant. Et le dernier point que je voulais ajouter là-dessus, c'était que... je pense que j'ai oublié. Ah non, c'était par rapport au polymorphisme. C'est vrai que quand on est sur ce genre de concept et on veut toujours être cache-friendly, le polymorphisme, on a souvent cette impression de on va essayer d'éviter au maximum l'héritage, et pas que passer par du data-oriented programming, mais aussi passer par plus de composition, plus de concepts, où quand on fait du C++, où on veut de la perf, on est proche du cache, on essaye d'éviter l'orienté objet. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est vraiment, en tout cas, de ce que j'ai vu, notre target, c'est souvent d'éviter cette direction, mais par contre, c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est dur. Si tu veux moquer des parties du code, faire des astuces, c'est un peu... Mais peut-être que je vais prendre la parole après pour discuter de mocking. C'est un autre... Ça mérite un talk de 60 minutes, là. C'est pas mal. C'est ça. Mais voilà, en tout cas, c'était mon retour là-dessus. Je te rends le sceptre. Je pense qu'il y avait une question ici aussi. Je sais pas si on peut... Non, il n'y avait pas. Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. À qui le tour? Qui d'autre? Ou est-ce que vous voulez manger maintenant? Oui, Je vais bien faire Un petit peu un petit coin. ça marche. Bah, tiens, cadeau. C'est ce que tu m'as envoyé? Non, c'est juste Ah d'accord. en rebond sur la conversation qu'on vient d'avoir. Pour parler du mocking, est-ce que j'aimerais bien faire une petite poule sur ce sujet? Parce qu'on a eu ce sujet il n'y a pas longtemps au boulot sur le fait d'avoir des tests unitaires. Il faut moquer les dépendances pour pouvoir tester unitairement notre code. Et moi, mon avis là-dessus, c'est que dans le cas qu'on a actuellement, ça paraît pas très useful. L'idée, c'est que c'est pas une dépendance qu'on va moquer. On en a discuté justement avec Vivien. C'est lui qui m'a donné cette vision là-dessus et ça marche bien. C'est que c'est pas une dépendance qu'on moque, mais nous, on est plus dans une situation où on est un plugin de quelque chose de plus grand. Et donc là, on se retrouve à moquer l'environnement dans lequel notre code va évoluer. Et donc, on se retrouve à tout moquer. Et au final, à avoir une classe qui fait, des setters, quoi, globalement. Et ça me donne l'impression qu'on n'est pas sur un bon use case du mocking et des tests unitaires. Et je voudrais savoir, vous, de votre côté, la foule, quel bon use case vous avez du mocking, quel mauvais use case vous avez du mocking. Et je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est le mocking. C'est OK pour tout le monde ou... OK. Merci. Pour moi, un bon use case du mocking, c'est moquer les contrats d'API quand on ne contrôle pas l'API avec laquelle on communique. C'est par exemple, tu codes un protocole, tu codes un service qui va devoir communiquer avec un autre service via un protocole. Cet autre service, tu n'en as pas du tout la maîtrise, tu vas passer par une couche réseau pour communiquer avec. Moquer la gestion de ce protocole, enfin moquer le service distant, c'est moquer un contrat d'API. Et donc, pour moi, tu moques ce qui est en dehors de ton scope de développement, en fait. Voilà. Pour moi, c'est ça le bon use case du mocking. Tu moques ce qui est en dehors de tes compétences, de ton scope de développement, et je sais pas si je suis clair. Bon, pour moi, c'était clair.
Alors, j'ai envie de dire oui, mais ça dépend pour moi énormément de la surface de cette API. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu causes une API où tu as quelques appels à faire, tu peux moquer, il n'y a pas de souci. Mais si finalement, moi je suis dans un use case qui doit être un petit peu semblable au tien, j'ai un truc externe, c'est le compilateur Clang, et je développe des plugins par rapport à ça pour détecter des problèmes dans le code. Moquer l'API externe, ça veut dire moquer Clang, moquer un compilo. Je te laisse là, en fait, on se retrouve directement dans un cas où finalement l'API avec laquelle je communique, c'est des centaines de classes avec tout plein de fonctions. C'est un comportement très complexe. Et en plus de ça, la plupart des problèmes que nous, on va avoir ne sont pas liés uniquement à notre code, mais liés à notre mécompréhension de ce que l'API avec laquelle on communique va nous fournir. On s'attend à avoir un arbre syntactique qui a une certaine forme, il y en a une autre, on ne s'y attendait pas, et ça va poser problème. Donc si on moque, même si on faisait l'effort totalement, c'est Sisyphe là, à ce niveau-là, mais même si on faisait l'effort de moquer tout ça, on ne répondrait pas au vrai problème parce qu'on moquerait avec notre compréhension de ce qu'est censé faire l'API et non pas avec ce que l'API fait réellement. Donc on se retrouve bloqué. Donc finalement, on a zéro mock et on a assez peu de tests unitaires au sens vraiment strict du test unitaire puisque nos tests consiste à lancer une petite compilation d'un petit bout de programme. Donc, c'est quand même un petit truc un peu unitaire parce qu'on analyse des petits bouts de programme. Mais on fait tourner le vrai Clang simplement parce que l'API a une surface qui est trop grande, une complexité qui est trop grande pour pouvoir faire. Donc, je suis d'accord sur le principe avec ce que tu dis dans les cas où ça s'applique, mais voilà. Et je pense que tu dois être certainement dans une situation un petit peu semblable, où ce avec quoi tu communiques n'est pas forcément clairement défini, à une grande surface de communication. Et donc, moquer ça, finalement, tu risques de viser à côté, quoi. C'est parfaitement le même use case, et c'est l'impression qu'on avait. Mais comme ça a lancé un peu une conversation quand on était au boulot, je me suis dit que c'était la bonne occasion pour en discuter. Comme il y a eu le sujet du mock qui est revenu, je me suis dit, bon, bah parfait, on va poser la question. Non, je demandais quelle librairie on utilisait pour faire ces mocks. Pour revenir sur ce que tu viens de dire, je pense qu'on va pas aller très loin. Parce qu'on est dans un use case où on est bloqué avec un legacy qui a environ 15 ans. Et ce qui nous est accessible est souvent assez restreint. Actuellement, ce qu'on a d'accessible, c'est Gmock. C'est Gmock. Gmock, c'est hard. Hein. En plus, Gmock, sûrement 15 ans dans le passé. Personnellement, ce que j'utilise pour faire des mocks, c'est je mets une interface et en fait, je code le mock à la main avec une structure. C'est vrai, pour revenir sur ce que tu viens de dire, que le premier use case qu'on a fait, par contre, c'est qu'on a moqué côté template à la main en fournissant en paramètre template soit une structure qui utilise directement notre dépendance, le tools qui dépend de nous plutôt, soit notre structure moquée. Je sais pas si tu veux parler avant ou... Ok, c'est marrant. Moi, j'ai très souvent entendu dire que le moment où tu commences à faire des mocks, en fait, t'es en train d'abandonner tes tests unitaires et que tu commences à faire des tests d'intégration. En fait, tu perds... en fait, si tu commences à moquer l'intégralité de ton logiciel, tu as besoin de tests d'intégration. Je vois ce que tu veux dire. Si tu commences à faire ça, la bonne direction, c'est plus avoir des tests d'intégration que moquer tout ton environnement pour avoir un test unitaire. Pour moi, c'est en fait les mocks, c'est pas mal utile pour tout ce qui est classe d'orchestration en fait, où il y a trop de dépendances. Et le fait d'avoir justement la possibilité de moquer, ça permet d'avoir des vrais tests unitaires et pas des tests d'intégration. Parce que les tests d'intégration, quand on est dans un domaine très métier, c'est manable. Par exemple, nous on gère un moteur de calcul. Il y a des règles assez chiadées, quoi, avec tout un tas de microservices. Et s'il y a un microservice qui est changé, les tests d'intégration pètent. Et ça, pour les corriger, c'est un métier, quoi. Il faut un électricien pour comprendre les valeurs qui sont modifiées, etc. Et les tests unitaires, du coup, là, le fait de moquer, ça a du sens, parce que du coup, tout ce qui est orchestration, tu peux mettre des valeurs factices. Donc tu peux voir si c'est la mécanique qui a été pétée, ou si c'est une valeur qui a changé. C'est une valeur métier qui a changé, quoi. Et donc en fait, quand tu fais des mocks, sur la classe d'orchestration, tu vas tester la mécanique d'orchestration. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, je vois. Et il y a ça. Il y a un autre domaine où c'est utile, c'est aussi dans tout ce qui est UI. Parce que par exemple en WPF, tu lances un test unitaire, là c'est du C#, pardon. Tu lances un test unitaire qui appelle de l'UI, ça crache. Donc t'es obligé de moquer. Ok. Et tout ce qui est web, parce que des fois tu peux avoir des problèmes. Enfin, nous on lance des tests unitaires sur les pipelines. Lancer des appels web sur les pipelines, c'est immaintenable. Donc le fait de moquer les appels web, c'est très salvateur. Ok. Donc voilà, c'est ce que j'ai. Pour répondre à ce que tu viens de dire, le dernier use case, je jamais vu, je te fais confiance pour la partie web. Pour la partie, je garde en tête aussi la partie qui fait sens, c'est-à-dire si tu as une API, quand tu veux la tester, elle crash. Voilà, je suis d'accord qu'il n'y a sûrement pas d'autre solution de la moquer pour pouvoir faire tes tests. Mais le premier use case que tu as donné, on y a pensé aussi quand on a discuté, le fait que sûrement un cas qui ferait sens, c'est si on a un algo précis qu'on veut tester et s'assurer que lui, il fonctionne toujours. Ouais. Et donc là, on est un peu dans une situation où notre dépendance est moins importante pour ce qu'on est en train de produire là tout de suite, dans le sens où c'est l'algo qui est important pour nous, pas trop le lien qu'on a avec ce qu'on utilise. Mais c'est un cas minimal qu'on n'est pas sûr d'avoir de notre côté, mais en réfléchissant, on était tombé sur peut-être ce use case aurait été intéressant. Et ça permet de faire des tests unitaires, enfin des tests qui sont très faciles à maintenir, parce que du coup, en gros, tu vas juste tester, tu vas juste mettre un compteur pour savoir si la fonction a bien été appelée, quoi. Oui, et c'est tout. Et c'est très facile à maintenir. Et dernier point là-dessus aussi, c'est que côté JV, avec mon associé, on a fait beaucoup de mocking au début pour tester notre jeu vidéo. Et ça a commencé à devenir très très long. Et c'était vraiment difficile à maintenir. Et donc on a arrêté après coup, on est passé sur les tests d'intégration. On a beaucoup investi sur les tests d'intégration. On a fait quelque chose de plutôt stylé, mais c'est pour un autre talk, je pense. Et in fine, c'est ce qu'on a de plus facile à maintenir. Ah bon. De nos tests d'intégration, nos scénarios pour tester toutes les situations de gameplay et avoir des tests de non-régression aussi. Dès que notre client nous remonte un bug dans le jeu, on peut facilement écrire un test et on sait que ça tournera toujours dans notre CI/CD. Parce que justement, un autre use case qui est pas mal pour le mocking, c'est justement d'accélérer les tests. Parce que du coup, tu peux enlever des dépendances. Dans tout ce qui est classe d'orchestration, tu vas pas être obligé d'instancier la database, le machin, nan. Tu peux tout mettre derrière une classe abstraite, derrière une interface qui justement va être implémentée via un mock, et du coup il n'y aura pas tout ça, quoi. Et du coup ça permet d'alléger les tests et de les accélérer. Un autre point sur lequel je voulais revenir par rapport au mock, particulièrement en C++ et par rapport à d'autres langages, c'est que le C++, c'est aussi un langage où on essaie d'être minimaliste. Et mettre en place des mocks, ça demande d'introduire une indirection à un moment ou à un autre, de façon à pouvoir basculer entre la vraie implémentation et l'implémentation moquée. Alors ça peut se faire par du polymorphisme, mais il y a plein de cas où on n'a pas envie de mettre du polymorphisme. Ça peut se faire par des templates, mais si on commence à faire ça par des templates, on commence à templatiser l'ensemble de notre code et à tout compiler une fois et à avoir tout dans les headers et à avoir un truc où on s'en sort plus non plus. Donc il ne faut pas oublier non plus... c'est un truc volontaire que le test influe l'architecture du code. C'est normal, c'est voulu et c'est bien. Mais le mock influe l'architecture du code pour des raisons techniques propres au mock et pas forcément pour avoir du code bien designé, mais plutôt parce que pour pouvoir injecter quelque chose, on est obligé d'introduire une indirection là où une indirection ne serait pas forcément nécessaire à la base. Donc c'est aussi un point où dans les couches bas niveau, on a besoin de perf, etc. Par contre, un orchestrateur haut niveau, là, on s'en moque de l'indirection, on s'en moque de la baisse de perf. Donc ça dépend aussi, à mon avis, à quel endroit moquer, quoi. C'est pour ça que je disais que le data-oriented programming, c'est bien pour les détails d'implémentation, et que l'object programming, c'est très mieux tout ce qui est orchestration en complet. Et les mocks en font partie, quoi. Ouais. Du coup, à distance, il y en a qui disent je moque l'intégration de composants longs à exécuter, notamment en utilisant du Python. Donc ça rejoint en fait ce que tu disais. Et il y a aussi des frameworks qui se substituent au DLL ou au .so en fait. Et du coup, t'as pas besoin de faire du polymorphisme, mais par contre, tu le fais au link. Et donc, tu as du lien dynamique, et donc tu n'as pas d'inlining, et donc tu peux avoir des coûts plus ou moins élevés, mais c'est jamais gratuit à 100%. Ouais, c'est ça. D'autres questions ? Je vous propose qu'on mange, si ça convient. C'est bon pour manger ? Merci beaucoup.